Smart et réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine. Étienne Pujol, fidèle au poste, je le remercie, je le salue. Étienne, avocat en droit social au cabinet Berilo. Et vous nous parlez, alors, parce que évidemment, l'actualité Pécresse sur ces RTT qu'on pourrait transformer en argent sonnant et trébuchant. Vous avez parlé la semaine dernière de la possibilité de convertir les jours de congé non pris en produits d'épargne en citant le compte épargne-temps. Ce fameux compte épargne-temps, de quoi s'agit-il? D'abord, pour être précis, si j'ai bien compris, toutes les entreprises n'ont pas de compte épargne-temps, on est d'accord? Non, elles n'en ont pas parce que ce n'est pas une obligation. C'est ça. Donc c'est un peu, comme je le dis depuis le début de mes interventions chez vous, c'est le fruit de dialogue social et le fameux dialogue social. Et c'est quelque chose que l'employeur va pouvoir proposer en contrepartie d'autres choses, mais c'est une incitation à effectivement augmenter le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, mardi dernier, y a fait allusion. Alors le produit existe déjà de conversion des RTT en épargne, donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'elle propose. En revanche, si j'ai bien compris le service après-vente qui a été fait, l'idée pour elle serait de défiscaliser le compte lui-même. Mais effectivement, toutes les entreprises ne le mettent pas en place. Or, c'est quelque chose qui mériterait d'être mieux connu. C'est un outil intéressant. Il y a 2 temps dans la mise en place de ce compte épargne-temps. C'est quoi quel est le rythme? Alors les 2 temps sont le temps d'acquisition de droits que l'on loge dans ce produit d'épargne, et puis le deuxième temps, ça va être la prise des droits. Alors déjà en amont, donc comme je le disais, c'est le fruit de dialogue social, donc on le met en place par accord d'entreprise. Souvent, ça se matine d'un accord sur la réduction du temps de travail ou l'aménagement du temps de travail, puisque on va allouer dans ce compte toutes les rémunérations complémentaires, c'est-à-dire les repos qu'on n'a pas eu le temps de prendre, les jours de repos, donc comme je le disais la dernière fois, des forfaits jours, quand on explose le nombre de jours du forfait, ou les RTT, donc les repos accordés en contrepartie d'heures supplémentaires réalisées. Bien sûr. Et voilà, donc c'est essentiellement du repos que l'on va loger dans ce compte épargne-temps. On peut aussi y loger, et c'est un peu moins connu, de la rémunération. Typiquement, les majorations d'heures supplémentaires, il est possible de les affecter dans le compte épargne-temps. Donc là, c'est pas du temps, mais c'est de l'argent. Là, c'est de l'argent, c'est déjà de l'argent. C'est-à-dire que sur le RH a un dossier ouvert à mon nom. D'un côté, j'ai 25 jours de jours non pris. Puis sur une autre ligne, j'aurais 2000 € de majoration d'heures sup. Exactement. Alors ça va être comptabilisé pour partie en jours, pour partie en euros, en fonction de ce qu'on met dedans. Mais effectivement, ça implique pour le DRH une petite gymnastique. C'est pour ça que c'est un produit qui est pas assez utilisé à mon sens, oui. Parce qu'effectivement, ça nécessite une gymnastique. Et même à l'intérieur des sommes qui vont être placées, donc de l'argent directement placé, on peut placer de l'argent issu de l'épargne salariale, de l'intéressement ou de la participation. Et donc là aussi, le DRH va devoir, dans son fichier Excel ou dans son outil de gestion, loger à la fois la majoration des heures sup, mais également, parce que la fiscalité n'est pas la même, les produits de l'intéressement et de la participation. L'employeur peut aussi abonder ce compte. Et voilà, dernier temps aussi, l'employeur, pour inciter à prendre ses produits d'épargne, peut abonder dans le compte épargne-temps. Donc ça fait une gymnastique intellectuelle, mais, et on va le voir maintenant, le second temps, qui est celui de la prise, peut être une incitation aussi pour les salariés. Avec quand même ce souvenir que la contrepartie de ce temps supérieur à la durée hebdomadaire de travail, normalement, c'est de pouvoir se reposer. Donc, il faut aussi faire attention dans la gestion à bien se soucier de ce que les salariés ne sont pas proches du burn-out, c'est-à-dire ne font pas trop d'heures supplémentaires qu'ils ne peuvent pas prendre et qui donc sont filtrés. Ils remplissent leur panier, mais finalement sont épuisés en contrepartie. Ils sont proches du burn-out. Donc, il faut faire attention à ça, mais si c'est bien piloté, et c'est pour ça que je le mets souvent en balance avec les accords temps de travail, les accords forfait jour, etc., ça peut être un très bon outil. Avant de parler de leur utilisation, parce qu'après, une fois qu'on a son panier rempli, parfois on a envie de le consommer, comment ça se passe? Qui contrôle ces heures? Est-ce que le salarié peut parfois les réclamer en disant, attendez, vous ne me l'avez pas mis là sur mes... J'ai travaillé en plus, vous ne l'avez pas noté. Il a un accès à un tableau de bord où il voit réellement son compte épargne? Oui, tout à fait. Très bonne question, Arnaud, parce qu'il faut qu'effectivement qu'il y ait ce suivi-là, parce que voilà, c'est un droit pour les salariés, c'est une forme de créance sur l'entreprise. Donc il faut que ce soit bien utilisé. Et donc souvent l'information va venir du salarié en disant là les heures sup, je veux pas que tu me les payes, je veux bien que tu me les mettes dans mon compte épargne-temps. C'est ça. Donc c'est vraiment aussi un travail du salarié, du collaborateur, de bien surveiller ce qu'il a, ou que l'entreprise a oublié de mettre parfois. Non, mais c'est pas forcément malveillant, mais elle a tout simplement oublié. Non, et dans l'accord d'entreprise, il faut, tous ces exemples que je donne, effectivement, comme il n'y a rien d'obligatoire.
il faut bien que dans la négociation qu'il y a avec les partenaires sociaux, on identifie bien ce que l'on peut mettre et ce que l'on va ne pas pouvoir mettre dans le compte épargne temps. Oui, ça c'est la base, c'est l'amont de l'amont. Exactement. On l'utilise comment, alors là, très concrètement là, Alors, on l'utilise de deux principales manières. D'une part, on peut dire que ce temps, on va l'utiliser comme du temps. C'est-à-dire qu'on décale dans le temps la prise de jours de repos. Typiquement et concrètement, on va l'utiliser pour pallier des absences qui normalement ne devraient pas être rémunérées, du congé sans solde ou de la formation prise sur le temps de travail, etc. Donc ça, c'est la première, je dirais, grande matrice d'utilisation. La seconde, qui est la plus utilisée, puisque c'est un produit d'épargne, c'est la conversion en argent. On appelle ça la monétisation. Et donc, au moment où le collaborateur va dire, au fait, oula, dis donc, j'ai beaucoup de comptes épargne-temps, j'ai beaucoup de jours ou d'heures dans mon compte épargne-temps, maintenant j'ai besoin d'argent et donc je veux cet argent. Et donc il va prévenir son employeur de ce que ce nombre d'heures ou de jours qu'il a dans le compte épargne-temps, il va vouloir les encaisser, si je puis m'exprimer ainsi, en cash. Et donc il va y avoir une conversion des heures et des jours en euros. Donc l'entreprise a prévu, a évidemment crédité sur un compte la somme équivalente. Voilà. Alors, parce que s'il y a 25 salariés ou 1000 salariés qui au même moment réclament leur compte épargne-temps en argent, ça fait quand même des sommes folles à sortir. Oui, ça fait un passif, donc ça rentre effectivement dans les provisions des employeurs. Donc ils provisionnent exactement l'équivalent euro. Et donc la conversion se fait au jour où elle est demandée, c'est-à-dire quand il y a un taux horaire de l'heure supplémentaire, eh bien c'est celui qu'on va utiliser. Et le salarié va demander soit avoir de l'argent encaissé directement, mais je dirais qu'il n'y a pas... Hormis la question cash, la question trésorerie pour le salarié, il n'y a pas vraiment d'incitation fiscale à le prendre en cash. Je pense que c'est ça que Valérie Pécresse visait la semaine dernière. Parce qu'il est fiscalisé en impôt sur le... Oui, c'est du salaire. Ouais, s'il demande à l'entreprise, c'est un peu comme si vous demandez de la participation directement en cash. C'est l'IR. C'est l'IR et les charges sociales, etc. En revanche, là où nous, on conseille, et ça fait partie aussi du donnant-donnant de la négociation collective, on conseille d'affecter cette somme à un plan d'épargne. Bah oui. D'abord le plan d'épargne entreprise, parce que ça permet aux salariés de mettre cet argent de côté et de sortir au bout de 5 ans, ou plutôt en cas d'accident de la vie ou de projet personnel en franchise d'impôt, donc en défiscalisation totale. Ou un plan retraite. Et ça c'est encore plus incitatif qu'un plan d'épargne retraite, parce que là du coup cet argent, pour le coup, dans la limite de 10 jours par an, il n'est pas fiscalisé, donc il n'est pas traité comme du salaire. Dans la limite de 10 jours, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours où on fiscalise. Il y a 10 jours où on ne fiscalise pas. Voilà, 10 jours où on ne fiscalise pas et le reste reste du salaire. Mais donc il y a une incitation à abonder pour le salarié dans son plan d'épargne retraite, le PERCO, dont vous avez beaucoup parlé ici, dans ce plan-là, pour que ça fasse de l'épargne complémentaire. Ça, c'est le bon dispositif. Alors ça, c'est le bon dispositif. Ça, c'est le dispositif fiscal qui est déjà en place. Et c'est un dispositif qui, évidemment, doit être très utilisé. Mais ça vient aussi en balance avec la démocratisation du PERCO. Ça n'a qu'un an et demi, la nouvelle mouture du PERCO. Et donc, tout le monde n'a pas encore intégré dans les négociations salariales, etc., cet outil qui est pourtant extrêmement intéressant. Donc vous nous conseillez, avant de terminer, de ne pas, je dirais, cramer cette somme en impôt sur le revenu, parce qu'on en perd beaucoup, mais autant le flécher pour penser à plus tard. Exactement, en faire un vrai produit d'épargne, en fait, comme l'est l'intéressement, comme l'est la participation, c'est de l'épargne salariale. D'ailleurs, souvent dans nos manuels, nous, de rémunération, c'est flagué, c'est identifié comme un produit d'épargne. Donc il faut l'utiliser comme cela. Qu'est-ce qui se passe quand le salarié quitte l'entreprise? Et une autre question annexe, parce que je trouve ce sujet est à la fois passionnant et on n'en parle pas, ça correspond à quoi en volume financier? Ça peut être un 13e mois, ça peut se jouer comme ça aussi? Alors, ça dépend de la charge de travail du collaborateur. S'il a réalisé beaucoup d'heures supplémentaires, oui, ça peut s'élever assez haut. Ça peut être 1-2 semaines. On peut loger aussi 1 semaine de congé payé dans le compte épargne temps. Donc, on doit garder les 4 semaines de congé payé, mais la 5e semaine, et si la convention collective ou l'accord d'entreprise prévoit une 6e semaine ou quelques jours en plus de repos ou de congé, on peut les loger dans le compte épargne temps. Donc, effectivement, il faut faire attention à la charge de travail, etc. Mais des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas pu prendre leur congé, ils peuvent potentiellement avoir beaucoup de jours. Il quitte l'entreprise, le salarié. Alors, il ne faut pas oublier, on solde son compte épargne-temps. Exactement, il ne faut pas oublier de l'intégrer dans le solde de tout compte. Souvent, on ne le voit plus apparaître, le salarié légitimement râle. Donc, principalement, alors il y a une alternative qui consiste à le loger dans un compte hébergé par la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est assez rare. Généralement, on l'a dans le solde de tout compte, et donc il faut bien s'assurer qu'on a bien tous les jours et toutes les heures dans le compte épargne-temps qui figure dans le petit document, dans la petite ligne solde de tout compte. Bon, quand vous avez votre rupture conventionnelle, vérifiez bien
bien que dans le solde de tout compte, vous avez bien le compte épargne-temps si d'aventure votre entreprise vous a mis à disposition ce fameux compte épargne-temps. J'ai tout compris, Étienne Pujol. C'était passionnant. J'en suis fort heureux. Merci d'être venu nous rendre visite. Cabinet Berilo, vous l'aurez compris, avocat en droit du travail, en droit social. Merci et je pense à la semaine prochaine. Exactement. On fait une courte pause, on parle des managers. Oui, ça fait écho aujourd'hui à ce qu'on vient de dire au début de notre émission, puis vous verrez d'ailleurs à la fin, la place des managers a évidemment été bouleversée. Quel est leur rôle, leur fonction? On va essayer de faire un mode d'emploi du management aujourd'hui dans un contexte de télétravail et d'organisation atomisée. C'est pas simple pour les managers. On en parle avec nos invités, des experts, juste après la pause.